Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, je suis la maman d'un petit garçon de 2 ans que j'ai allaité durant 1 an et je suis la créatrice de ce podcast. Dans la vie, je suis ostéopathe spécialisée en périnatalité. Je m'occupe des femmes en général, de leur désir de grossesse à leur postpartum, des bébés et des enfants. J'accompagne spécifiquement certaines problématiques d'allaitement en libérant les bébés des tensions qui les empêchent de téter correctement, permettant un allaitement serein pour la mère et l'enfant. Au fil des consultations, je me suis rendu compte que le principal frein à l'allaitement, c'était le manque d'informations, de partage d'expériences et de vécu dans une société où l'allaitement n'est pas une norme. Je vous propose donc d'interroger avec moi des mamans et des papas sur leurs expériences, mais aussi de vous informer auprès de professionnels spécialisés en allaitement. Mon objectif est simple, vous informer, vous donner les clés pour faire des choix en conscience, banaliser l'allaitement sous toutes ses formes, vous le rendre plus accessible, plus facile et alimenter ce fameux village dont on a tant besoin pour élever un enfant. Louise, que je vous propose de découvrir aujourd'hui, est une de ces mamans qui ont une furieuse envie d'allaiter, mais la vie leur a réservé quelques surprises. Après 2 allaitements franchement écourtés trop tôt pour elle, pour son 3e enfant, elle décide qu'il en sera autrement. Elle se renseigne et cette fois, elle s'est parée à toutes les éventualités. Mais la douleur et la fatigue lui font vivre la vie dure et elle décide de sevrer son 3e bébé. Mais ce bébé-là, il en a décidé autrement. Il veut son lait, elle le sait, elle le sent et elle décide de changer le cours des choses. Après 2 semaines de sevrage, Louise décide de tenter une relactation. Qu'est-ce que c'est qu'une relactation ? Comment elle s'y est prise, Louise, pour relancer la machine et faire téter son bébé ? Laissez-vous emporter par la volonté de cette maman, sa persévérance, la confiance qu'elle a eue en son bébé et en elle. Je vous spoil, elle y est arrivée et son bébé est allaité exclusivement au moment où vous lisez ces mots. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Louise, bienvenue dans Milkshaker. Bonjour Charlotte. Louise, qui es-tu ? Combien as-tu d'enfants ? Est-ce que tu les allaites ? Est-ce que tu les as allaités ? Raconte. Alors, je m'appelle donc Louise, j'ai 3 enfants. Mon aîné a 4 ans et demi, la deuxième a 3 ans et mon petit dernier Paul a tout juste 3 mois. D'accord. Est-ce que ces 3 enfants ont été allaités ou sont allaités ? Les 3 enfants ont été allaités, je peux le dire, même si ma première, ça a été uniquement du tire-allaitement, puisque elle n'a jamais réussi à s'accrocher au sein. Donc en fait, dès la maternité, ça a été une histoire assez médicalisée finalement, où on est passé au tire-allaitement au bout de 2 jours. D'accord. La deuxième, elle s'est... Et donc, après, je sais pas si on rentrera dans le détail, mais ces 2 premiers allaitements qui vraiment se sont terminés très très rapidement, puisque le premier a duré que 3 semaines, le tire-allaitement. Le deuxième a duré une petite semaine. Elle tétait très très fort, et donc j'ai eu des crevasses qui saignaient dès le début. Et comme j'avais une autre petite fille de 18 mois à la maison, j'avais pas l'énergie pour m'en occuper, pour gérer cet allaitement, et j'avais pas du tout l'accompagnement pour ça. D'accord. À chaque fois, tu as arrêté parce que c'était trop fatigant, que tu tirais pas assez de lait. Alors deuxième fois, on l'a compris, c'est parce que tu avais la première aussi à la maison et que tout n'était pas conciliable. Et la première fois, ce qui t'a arrêté, c'est quoi ? En fait, juste la deuxième, donc j'avais des crevasses. La sage-femme est venue à la maison pour voir. Et le premier truc qu'elle m'a dit, il faut mettre des bouts de sein sans même observer la position de ma fille au sein. Et moi, je me suis dit, bout de sein, non, je repars pas dans une galère. Et je me dis que j'ai bien fait de prendre cette décision parce qu'avec un accompagnement pareil, je pense que j'aurais juste la galère plus longtemps. Et la première, en fait, j'ai fait 3 semaines de tire-allaitement et ça s'est terminé, c'était super dur, hein, ça s'est terminé avec une mastite des 2 côtés, enfin c'était horrible, donc une fièvre d'enfer et puis il fallait tout le temps mettre, tirer mon lait jour et nuit, toutes les 2-3 heures, les compresses chaud, froid, donc on savait plus quoi faire avec le papa, hein, c'était de l'argile, des petits pois, des compresses de chaud, de froid, nuit et jour. Toutes les astuces possibles pour essayer de drainer les seins. Ouais, moi j'ai eu un postpartum, je m'y attendais pas et très douloureux.
Et du coup, ça, plus la mastite, plus le fait de n'avoir jamais mis ma fille au sein, elle n'y arrivait pas à s'accrocher. Je pense que c'était des freins maintenant que je connais ça. Et ben je pouvais même pas la prendre dans mes bras, je pouvais pas m'en occuper, donc c'était franchement psychologiquement super difficile. Donc après ma mastite, une fois qu'elle s'est terminée, j'ai une baisse de lait. Et la pédiatre m'a dit, vous voulez relancer la lactation? Moi j'ai dit franchement, avec un bébé qui tète même pas, non. Ouais, puis, j'ai pas le courage. Elle m'a regardée, elle m'a dit, bah tant mieux. Ok, bon, comme ça au moins. Et alors pour cette troisième histoire, t'as décidé que ça se passerait différemment? Oui, cette fois-ci, je me suis vraiment bien informée. Je pensais être un peu informée pour les 2 premiers. J'étais allée à des réunions de la Leche League. Et puis en fait, j'avais bien compris ce truc d'allaiter à la demande, vraiment au signe d'éveil. Je connaissais bien, mais en fait, je savais pas ce qu'il fallait faire quand tout simplement ton bébé voulait même pas être au sein. Donc j'étais complètement démunie. Et donc dans la maternité dans laquelle j'ai accouché pour ma première, je reviens un petit peu dessus quand même parce que c'était pourtant une maternité amie des bébés. Et maintenant, je vois ça, donc il y a presque 5 ans que j'ai accouché. Ils ont fait tout ce qu'il fallait pas faire, quoi. Ils prenaient bébé, ils l'enfonçaient dans le sein. Je suis restée une semaine à la maternité. Et à un moment, je devais les appeler pour essayer de mettre mon bébé au sein. Puis moi, je levais les mains. Et puis, ils faisaient tout à ma place. Donc, j'étais complètement infantilisée. J'ai complètement perdu confiance dans ma capacité à allaiter. Donc ça, c'était super dur. Ouais. Et du coup, pour le troisième, je me suis dit que j'allais me renseigner, me former avant. Donc, je me suis bien entourée. J'ai fait pas mal de lectures aussi sur l'allaitement. Et j'ai découvert la problématique des freins restrictifs. Donc, compte tenu de mes allaitements précédents, c'est ça. Et puis, depuis, elles ont été diagnostiquées, mes filles. Donc voilà. Et avant même d'accoucher, j'ai pris rendez-vous avec une chiro formée aux freins qui habite près de chez moi. Et donc, à une semaine de vie, mon fils a été diagnostiqué. Il a été vu par cette chiro qui a effectivement, comme si je le savais par avance, qui a confirmé qu'il avait des freins restrictifs. Ah ouais, donc là, tu avais vraiment préparé le terrain. Tu t'es dit, cette fois-ci, je vais pas me laisser faire par ces histoires de succion. Je vais prendre les devants et je vais prendre des rendez-vous comme si ça allait être déjà le cas, qu'il allait y avoir un problème, quoi. Oui, alors c'est vrai que vu comme ça, c'est un petit peu une vision pessimiste. Mais c'est vrai que j'avais un manque de confiance vraiment. Et encore maintenant, je suis un peu émerveillée de voir là où j'en suis. Et j'avais vraiment un manque de confiance au début, donc j'ai voulu, c'est ma façon de faire, j'ai voulu vraiment m'entourer. Donc j'avais eu la visite d'une consultante en lactation IBCLC aussi avant la naissance, je lui avais exposé mon problème. Donc vraiment, j'avais l'impression cette fois-ci, d'être parée à toute éventualité, savoir comment soigner une crevasse au cas où. Enfin bon, avec le côté, c'est vrai, un petit peu stressant du coup. Pourquoi c'était important pour toi l'allaitement? On ressent dans tes histoires qu'à chaque fois, il y a une vraie envie d'allaiter et que les 2 premières fois, ça a échoué et puis la troisième, tu vas nous la raconter après. Pourquoi c'était important pour toi comme ça l'allaitement? Est-ce que tu avais un entourage allaitant? Est-ce que tu avais une idée précise de ce que c'était que l'allaitement? En fait, quand j'ai eu mon premier bébé, quand je suis tombée enceinte, ça a été vraiment une révélation. Et c'était une première grossesse idyllique. Et avant même la naissance, je me sentais vraiment comme une super-héroïne au quotidien. Je trouvais ça incroyable de fabriquer une vie. L'accouchement, j'ai trouvé ça fantastique. Et donc, ça me paraissait évident d'allaiter. Et comme la grossesse était très très bien passée et que je ressentais vraiment une force incroyable, une énergie de dingue pendant toute la grossesse, que l'accouchement s'est bien passé alors qu'elle se présentait par le siège, mais j'ai pu accoucher par voie basse, je me suis dit, naturellement, l'allaitement, mon corps est fait pour. J'avais confiance dans mon corps. Et puis, non, finalement, c'était pas suffisant. Donc, j'ai eu une énorme déception. J'ai mis, jusqu'à l'été dernier, jusqu'à ma dernière grossesse, à chaque fois que je racontais cette histoire d'allaitement, j'en pleurais encore. C'était un vrai deuil que j'ai dû faire. Ça a été très, très long. Donc, ton entourage, il en pensait quoi? On l'a compris, le corps médical, de ton point de vue, n'a pas été suffisant comme accompagnement. En tout cas, n'a pas su trouver les problématiques qui empêchaient tes bébés de téter. Et donc, du coup, ça a mené à des fins rapides d'allaitement.
Concernant ton entourage, tes proches, etc., c'est un entourage qui connaissait un petit peu l'allaitement, qui était habitué à ce sujet-là et qui te soutenait pour continuer, ou t'as plutôt eu le droit à l'inverse, écoute, pourquoi tu te prends la tête Ouais, pas du tout connaisseur, pas du tout allaitant, sauf ma sœur, qui avait accouché 4 mois avant moi de son premier bébé, et elle qui a eu un allaitement exclusif pendant 6 mois, facile, l'allaitement, Sans encombre. Ouais, le bel allaitement. Donc en fait, j'ai pas pu la solliciter non plus au début parce que elle aussi elle avait son petit bébé et puis elle avait pas cette problématique. Oui, elle n'a pas connu ces problématiques et puis du coup elle s'y est pas heurtée, elle avait pas Oui. plus, elle aurait pas eu plus de choses à te donner comme renseignement, c'est ça? Ouais, tout à fait. Mon conjoint, lui, ça a été dur ce premier allaitement parce que comme je pouvais pas m'occuper de ma fille physiquement, et c'est lui qui la prenait dans le lit, qui venait me la déposer, qui passait à la pharmacie de garde acheter du Doliprane pour faire baisser la fièvre, qui allait faire les cataplasmes et tout. Donc ça a été pour lui, ça a été assez difficile. Donc il m'a pas forcément encouragée pour tenter l'expérience pour les allaitements suivants. Ok, mais alors cette troisième fois, c'est pas la même chose. Pas la même chose. Me remonter comme une pendule et bien déterminée à réussir. Et puis la naissance se passe. Là, à la maternité, pareil. Donc j'ai changé de maternité parce que j'ai déménagé. Et ils veulent me l'enfoncer dans le sein. On est là, t'étais de bienvenue. Et là, forte de mon expérience, j'ai fait non, laissez, je gère. Et puis tout se passait bien. Bon, la position, j'étais plutôt calée après tant que ça décès. Donc tout va bien. Les premiers jours, tout va très bien. Je rentre au bout de 48 heures à la maison parce que c'était pas une maternité qui allait vraiment m'aider. À titre d'exemple, à un moment j'étais en train de faire du pot à pot avec mon fils et on m'a dit oui, le pot à pot ça va, mais pas trop parce qu'il va avoir froid. Voilà. Ok. On rappelle que le pot à pot permet aux bébés de se réguler de leur température et que du coup c'est pas une bonne idée de dire qu'un bébé va avoir froid en pot à pot a priori. Ouais. Mais alors là, cette fois-ci, ton bébé, c'est un garçon, c'est ça? C'est un garçon, ouais. Il s'accroche au sein beaucoup plus facilement? Il s'accroche au sein sans problème. Il tète, il n'y a pas de souci. Après, il reprend du poids? Il reprend du poids, il en a peu perdu, puisqu'au bout de 48 heures, il faisait que 100 grammes de moins que son poids de naissance, donc il n'a pas perdu beaucoup, pardon. Ouais, donc là tu sors de la maternité sereine parce que... Ah ouais. Super sereine et tout va bien, quoi, vraiment sans problème. Le retour à la maison se passe bien et puis à J3, J4, j'ai la montée de lait. Et là, c'est le début de la fin. Oui, parce que donc une belle montée de lait, mais du coup je me rappelle poster même sur Insta en me disant non mais ça va, je gère parce que cette fois-ci j'ai pas de crevasse à gérer pour cette montée de lait, j'ai que la montée de lait à gérer, donc ça allait, il tétait, donc tout se passait bien, franchement c'était top. Et en fait au bout de quelques jours je me rends compte que je commence à avoir des gerçures. Bon, je me dis ça passe. Et puis après, voilà, les gerçures se transforment en crevasses. Les crevasses ont des crevasses. Enfin, c'était vraiment... Aïe, aïe, aïe. Et là, c'est reparti pour un tour. Oui. Alors, c'était en plus très angoissant pour moi, parce qu'effectivement, je me reprojetais dans mes allaitements passés. Bien sûr, la différence, c'est que là, j'étais entourée. Donc, entre-temps, j'ai revu ma consultante IBCLC, qui a refait les 60 km pour venir chez moi un soir. Merci à elle. Et donc on a un peu tout essayé, c'est-à-dire qu'on a revu la position, donc position qui favorise une meilleure prise de sein. On a même essayé les bouts de sein à la fin, parce que moi je voulais plus donner le sein, j'en pleurais, j'appréhendais à chaque mise au sein. Donc ça devenait vraiment, vraiment dur. Et puis j'avais peur aussi de traumatiser mon bébé. Il pleurait alors que lui, il voulait téter.
C'était vraiment pas confortable. Ouais, donc là, tout se passe bien. On était passé avec la montée de lait et les seins qui se durcissent, un bébé qui finalement s'en sort plus du tout. Le sein qui était souple devient dur. Et là, c'est la cata. Il se met à serrer, à pincer, il mord. Voilà, c'est ça. Et t'as mal. Coup de chance, j'ai pas eu d'engorgement, donc j'ai pas eu cette douleur-là à gérer en plus. Et il était suivi donc à côté par la chiro, donc qui a tout de suite diagnostiqué frein de lèvres et de langue restrictif. Et les joues, elle avait un doute. Parce qu'en fait, il serrait tellement la mâchoire, même chez la chiro, qu'elle avait bien du mal à mettre les doigts dans sa bouche. Ah oui. Et donc elle m'a expliqué ce qui se passait, la manière dont lui il était, comme il avait le menton aussi très en retrait. Alors, j'ai oublié le nom, mais une rétrognathie, ça s'appelle, du terme voilà. de son petit nom. Ouais. Son petit nom sympa. Et donc il ouvrait très peu la bouche, donc déjà il pouvait prendre que le bout du mamelon en bouche et pas l'aréole comme ça devrait être. Et puis il faisait pas le mouvement de vague avec la langue, donc en fait sa langue râpait le bout du mamelon. Quel et bonheur. Comme il pouvait pas, et comme il pouvait pas aspirer, et ben il pinçait pour faire venir le lait. Ouais, donc là c'est une succion qui va pas du tout. C'est des bébés qui sont plus ou moins efficaces. Alors tant qu'il y a la montée de lait et qu'il y a beaucoup de lait qui coule, passe encore, ils arrivent à peu près à se nourrir. Mais outre le fait qu'ils font mal, à terme, c'est pas forcément une succion qui est très efficace. Voilà, à terme, en plus, il n'aurait pas pu maintenir la lactation à un niveau bien, puisqu'il ne stimulait pas bien, il ne prenait pas l'aréole, enfin voilà. Donc là, c'est la chiro qui te dit il va falloir sectionner ses freins. Alors, oui. Alors là, on rentre dans une phase qui a duré longtemps, qui a duré plusieurs semaines, qui est un petit peu difficile à gérer, parce que en fait, donc à une semaine, j'allaitais encore, et il a été diagnostiqué donc avec ses freins restrictifs. Et par contre, il a eu sa frénectomie que à ses 7 semaines. Donc on a eu 6 semaines de latence. Voilà, ouais. Entre le diagnostic et la frénectomie. Ok. Donc après la première semaine, donc sa première semaine de vie, déjà j'avais des bonnes crevasses, hein, donc des compresses de lait maternel avec du film alimentaire par-dessus, jour et nuit que je changeais tout le temps. Au bout de 2 semaines, j'ai arrêté. Je l'ai sevré du jour au lendemain parce que la douleur était trop importante, qu'il a été pesé pendant 2 jours d'affilée et au premier jour, il a dû perdre 120 grammes, deuxième jour, une centaine de grammes. Donc j'ai eu peur, j'avais mal, j'étais fatiguée. Il faut pas oublier, voilà, ça reste un 3e bébé, 2 semaines après l'accouchement. Un postpartum, fatigue, voilà, un 3e bébé. C'est ça. Donc le papa, comme j'ai expliqué, lui, l'allaitement, ça va tant que ça se passe bien. Là, clairement, ça se passait pas bien. Donc j'avais pas son soutien. Il m'incitait à arrêter, clairement, à ce moment-là. Et donc, j'ai sevré. J'ai donné un biberon tout de suite. Il était inquiet pour toi et pour son fils ? Oui, pas inquiet parce qu'il est d'une nature confiante, donc il savait que c'était sous contrôle, on était suivis et entourés, donc on n'était pas seuls. Mais il voulait pas de ça, quoi. Il voulait pas que je sois malheureuse, que je souffre. Il se disait, ce postpartum, il pourrait mieux se passer parce qu'au final, mes premières semaines des 3 postpartums ont été sous le signe quand même de douleur, de frustration. En raison d'un allaitement désiré et non réalisé dans de bonnes conditions. Ouais, lui, la solution pour lui, c'était de passer au biberon, puisque les 2 premières fois, ça avait réglé ce problème. Voilà, ouais. Ok. Donc, je l'ai sevré, je me suis guérie aussi moi-même, j'ai guéri mes crevasses, je me suis reposée, voilà. Et puis, au bout de 2 semaines de biberon, donc mon bébé avait 4 semaines, et on continuait à aller chez la chiro 1 fois par semaine. Moi, je lui faisais les exercices pour détendre ses tensions. Hein, on peut pas étendre des freins, mais on peut essayer de soulager un petit peu ses tensions. Donc, c'est ce que je faisais. Sans bien comprendre, en fait, où ça nous menait. Donc, c'était vraiment... j'avais pas une date de frénectomie en tête. Je savais pas trop. Je savais que les massages n'étaient pas suffisants pour régler son problème. Dans ma tête, l'allaitement, c'était terminé, mais les freins restrictifs peuvent causer d'autres problèmes, du reflux, des problèmes pour la diversification, chose que mes
les aînés ont eu tous les deux, c'était très difficile de s'alimenter. Donc tu t'es dit cette fois-ci, même si ça règle pas de soucis pour l'allaitement et que je peux pas allaiter, au moins je veux qu'on règle cette histoire de succion, de déglutition et de frein. Exactement. C'était un peu mon nouveau cheval de bataille. Et je me suis dit, on va aller jusqu'au bout pour lui, pour être allé au bout de tout ça, quoi. Et puis une fois qu'on connaît le problème, c'est dur de l'ignorer en fait. Donc on fait les massages, voilà, il est suivi par la chiro, il boit le biberon, il le prend très très bien. De lait en poudre, je voulais plus de tire-allaitement, ça n'a pas changé, j'en veux pas. Ouais, ça c'était niette. Ouais, ça c'était ma limite, et puis mon conjoint, il aurait dit non aussi, hein, ça, il aurait dit non. Et donc on passe au biberon de lait en poudre, tout va plutôt bien, parce que c'est un bébé facile, hein, il pleure pas tant que ça, hein, il n'a pas l'air d'avoir des tensions quand on le voit. Et puis au bout de 2 semaines, moi ça va mieux, j'ai dormi, j'ai plus mal, et je me dis, et alors pendant ce temps-là, j'ai jamais arrêté de le porter, je le porte énormément, on faisait du pot à pot, et puis je lui proposais le sein de temps en temps, et puis tout simplement parce qu'il le cherchait, et il s'agrippait au sein. Donc t'avais l'impression qu'il cherchait toujours à retrouver le sein. Ouais, il avait vraiment ce réflexe de fouissement, à tel point que dans les semaines qui ont suivi, j'avais plus de lait, ou presque plus. Lui avait encore tous ses freins restrictifs, donc ses problèmes de succion. Et je voulais plus de faire de pot à pot, parce que ça se terminait, il voulait téter, mais il n'arrivait pas, il n'y avait pas de lait, donc c'était très très frustrant. Donc voilà, donc il cherchait vraiment. Et tout ça, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas moyen de le remettre au sein? Et je me suis un petit peu renseignée, et donc ce mot, relactation, m'est venu aux oreilles. Et du coup, je me suis dit, c'est ça. Je vais tenter. J'ai repris du poil de la bête. Je suis en forme. J'ai les jambes pour le faire. Alors, c'est un petit peu à partir de ce moment où je me suis dit qu'il faut faire la relactation. Donc, j'ai changé d'accompagnement au final, parce que la consultante IBCLC, elle me suit plus, et elle était plus performante à ce niveau-là. Donc, j'ai été orientée vers une association, l'allaitement tout un art. D'accord. Et je suis toujours accompagnée par cette association. Et parce qu'ils ont une spécificité dans les problématiques de relactation? La personne avec qui j'échange, oui, elle a accompagné beaucoup de relactation. Ouais. D'accord, ok, super. Et comment tu les as connus? Tu t'étais renseignée? Par un ami commun, en fait, la personne qui m'a formée en tant que monitrice de portage l'avait formée elle aussi, il y a quelques années. Voilà. Donc c'est lui qui nous a mis en relation. Ok, donc allez, c'est parti. Donc tu es en lien avec cette association, et tu décides que tu vas mettre en place une relactation. Donc là, tu n'avais plus de lait, ton bébé ne tétait plus. Depuis combien de temps du coup? Alors, il tétait plus depuis 2 semaines. Donc j'avais encore du lait. D'accord. Peu, évidemment, très peu, mais j'en avais encore. Il cherchait donc à téter, il s'accrochait encore au sein. Par contre, dès qu'il s'accrochait au sein, moi j'avais très mal tout de suite. Et je me souviens d'une session pot à pot où il a tété comme ça, un peu pendant 1 heure, les crevasses sont revenues en 1 heure. Donc voilà, le problème n'était pas du tout résolu. Alors comment ça se passe une relactation? Alors dans mon cas en tout cas, il y a plusieurs éléments qu'il fallait aligner en même temps. D'une part, il fallait que mon bébé puisse téter correctement, donc il fallait traiter ce problème de succion, donc non seulement faire quelque chose pour ses freins, mais en plus lui réapprendre à téter correctement. Il fallait que j'ai du lait, donc il fallait que je relance ma lactation au tire-lait. Et puis il fallait que mon bébé accepte à nouveau de prendre le sein après avoir été au final au biberon pendant des semaines. Donc cette fameuse préférence biberon sein, pour un bébé qui a des problèmes de succion, elle est là, voilà, c'est ça. Forcément, c'est beaucoup plus facile d'avoir le biberon plutôt que le sein, puisqu'il fatiguait et il était mal, donc ça le fatiguait. Oui, un biberon, si on le pince, on s'en sort. Il y a du lait qui vient. Un sein, c'est beaucoup moins facile. Voilà. Donc j'ai essayé, on m'avait prêté un dalle, donc j'ai essayé le dalle au sein,
Mais comme il s'accrochait pas au sein, j'arrivais pas à mettre le tuyau. Enfin bon, ça a été la galère, donc j'ai laissé ça de côté. On rappelle que le DAL, c'est un petit tuyau en fait qu'on met dans un récipient, ça peut être une seringue ou autre chose, et puis il y a un petit tuyau qu'on vient mettre au niveau du sein ou au niveau du doigt et qui permet en fait de faire téter le bébé, même s'il tète pas très bien, ça va plus facilement venir via le DAL que via le sein, donc ça permet de les nourrir comme ça de façon un petit peu détournée. Voilà, et de maintenir la lactation. Tout à fait. Ouais. Donc ça, je le fais pas. Donc la relactation, je me suis lancée. Le papa a dit OK, mais faut que ça se passe bien. Donc j'ai fait une relactation discrètement dans mon coin. Donc je lui faisais pas part forcément des doutes que j'avais ou des difficultés. Fallait pas faire de vagues là. Non. Alors j'ai son accord, j'en ai parlé avec lui et je trouve que c'est important de le dire aussi parce qu'on dit le soutien du papa c'est important. Donc oui, c'est important, mais même s'il soutenait pas clairement ce projet de relactation, mais il avait d'autres façons de me soutenir au quotidien. Il me soutenait moi, mais pas forcément la relactation. Donc c'est deux choses différentes et c'est possible. Il s'occupait des aînés beaucoup. Pour que moi, dans mon coin, je fasse des trucs en dehors de sa vue. Voilà. Oui, mais donc du coup, il t'aidait. Voilà. Et en contrepartie, je me plaignais pas. C'est comme ça, chacun trouve son équilibre. Et bon, ça a marché. Donc voilà. Okay. Mais je me suis jamais sentie seule. Hein. Alors, en combien de temps, du coup, tu as re-eu du lait ? Qu'est-ce que tu as dû mettre en place pour que ta lactation se relance et que ton bébé, il tète ? Parce que là, il a toujours ses freins, il tète toujours pas bien, il a 2 semaines et demie. Qu'est-ce que tu fais ? Donc, premièrement, je me concentre sur son problème de frein. Donc, exercice chiro à fond. On prend rendez-vous avec une ORL formée au frein. Premier rendez-vous ultra frustrant parce que je fais la route à 300 km. Je fais la route pour m'entendre dire ah bah oui, effectivement, les freins sont restrictifs, faudra peut-être couper. Ok, merci, j'ai fait la route pour ça. Et j'ai pas compris. Il y a eu vraiment une phase de 1 mois, on va dire, où j'étais dans le flou parce que tout le monde me dit oui, les freins sont restrictifs et en même temps, on va attendre qu'il ait moins de tension pour couper. Ouais. D'accord. Alors, ça se justifiait par le fait aussi que le succès d'une frénectomie tient surtout aux exercices post-op qu'on réalise. Et les exercices post-op, c'est plutôt contraignant, on va pas se mentir, puisqu'il faut aller dans la bouche de bébé et lui faire des étirements tous les 3 heures au début, jour et nuit. Et pour que ça se passe le mieux possible, moi, mon bébé, il était super bien préparé. Donc au final, cette longue phase de préparation, donc autant pour lui que pour moi, au final, moi j'ai appris à bien faire les exercices, je dois dire que le post-op s'est passé ultra bien et que les exercices se sont toujours faits dans le jeu. Bon, voilà le côté positif. Par contre, au côté négatif, côté négatif, forcément, c'est que on ne savait pas et lui, il commençait à majorer ses symptômes. Donc il y a eu un reflux qui est apparu, qu'il n'avait pas, un réflexe nauséeux qu'il n'avait pas. Donc quand on mettait les doigts dans la bouche, il commençait à avoir un réflexe nauséeux, ce qui n'est pas du tout pratique pour les exercices, justement. Oui, soit dit en passant. Voilà. Donc il y a un moment, c'est moi qui ai dit là il va falloir c'est maintenant, il faut couper. Il faut faire la frénectomie. Il faut qu'on s'active parce que c'est en train de partir en cacahuète. Donc j'ai rappelé l'ORL et elle m'a dit avant, il faut quand même voir un 3e professionnel. Alors mon bébé était suivi par la chiro, l'ORL qui a fait la frénectomie et une orthophoniste. Donc vraiment un accompagnement pluridisciplinaire et moi par une conseillère en allaitement. Et j'ai appelé, je me rappelle, un lundi, le 7 décembre, je pense. On m'a rappelé le 9 et la frénectomie, c'était le 11. Donc le délai était très rapide. Donc le 11 décembre, on est retourné à Nantes. Cette fois-ci, le papa est venu. Le frein a été coupé. Et à partir de là, nous, on est de cette expérience de la frénectomie, c'est la solution miracle. Parce que à partir du jour de la frénectomie, il s'est non seulement mis à téter, mais à téter bien, c'est-à-dire sans pincement, sans pincer mon mamelon, ou très légèrement, mais
là je parle vraiment du jour même de la phrénectomie, quoi. Ouais, ça a été immédiat. Ça a été immédiat. Dans les heures qui ont suivi, il s'est mis à téter. Il s'est mis à beaucoup mieux dormir. Son reflux, le réflexe nauséeux sont partis dans les heures qui ont suivi. Donc ça a libéré toutes les tensions d'un coup. Ça a été vraiment notre petit miracle à nous et c'était un énorme soulagement. Super. Donc à partir de... Ouais. Donc ça, voilà, je m'étais concentrée là-dessus. J'avais pas vraiment trouvé le temps, ni l'envie, à vrai dire, de tirer mon lait, de relancer ma lactation au tire-lait. Parce que moi, je trouve que s'occuper d'un nouveau-né, c'est déjà prenant. Et que je trouvais pas, tout simplement, le temps de le poser pour tirer mon lait. Parce que pour lancer sa lactation, il faut faire ce qu'on appelle des boosts au tire-lait. Et donc, c'est des boosts, c'est des jours ou des heures pendant lesquelles on va tirer, par exemple, pendant 1 heure, 3 minutes toutes les quarts d'heure, ensuite 5 minutes toutes les demi-heures, 10 minutes toutes les heures. Voilà. Oui, c'est très contraignant, c'est très chronophage. Très contraignant. Quand on a un petit à s'occuper à côté, moi j'ai fait ce boost 48 heures. Coup de chance, je l'ai fait juste avant d'avoir la date de la phrénectomie, donc c'est vraiment très très bien tombé. Donc je pense que ça a un petit peu relancé ma lactation, mais au final, la relactation s'est faite uniquement avec bébé au sein. Ok. Donc j'ai presque pas utilisé le tire-lait. Voilà. Ok, tu l'as fait une fois, ce boost, tu dis juste avant la phréno, et après c'est bébé qui s'est mis à bien téter et qui a tout relancé. C'est ça. Voilà. Génial. Ouais, ça a mis combien de temps finalement pour rattraper une lactation à la hauteur entre guillemets de ce dont bébé avait besoin? Alors, donc effectivement, au moment où il a fait la phrénectomie, il tétait, mais il avait des biberons de lait en poudre. J'avais pas du tout diminué. Le lendemain de sa phrénectomie, vu qu'il passait quand même beaucoup de temps au sein et que je l'entendais déglutir, déjà j'ai supprimé les biberons et je suis passée au dalle au doigt. Ça m'a pris comme ça et je me suis dit j'arrête les biberons parce que j'avais un peu peur quand même qu'il y ait une nouvelle préférence qui se crée. Je voulais pas avoir cette problématique en plus à gérer. Et le dalle au doigt, il a très très bien pris. Alors c'est un peu impressionnant, il a fallu expliquer aux aînés parce que ça fait un peu perfusion quand même. C'est vrai, et on va dire, donc il a eu sa phrénectomie le 11 décembre. Et là, on est le 27 janvier. Ça fait bien 2 semaines qu'il est allaité exclusivement, sans aucun complément. Wow. Et sa courbe de poids est top. Ouais, c'est génial. Donc ça a mis incroyable. 5 semaines à revenir à fond. 5 semaines, tu dis? 5 semaines, ouais. Sans tire-lait, quoi. Vraiment, uniquement la force de bébé. Incroyable, donc ça veut dire que vraiment il t'aide super bien, parce que là il a restimulé le sein à hauteur de ce dont il a besoin. Waouh. Ouais. Est-ce qu'il a été très demandeur pendant cette période? Ouais. Comment ça se passait les journées? Comme je disais, même en étant au biberon, il cherchait le sein. Donc même en étant au biberon, je le mettais au sein quand même régulièrement, on faisait du pot à pot, donc voilà. Et oui, et du jour de la phrénectomie, il passait ses journées et ses nuits au sein. Et pour mon plus grand bonheur, évidemment. Et donc là, t'avais plus mal du tout? Non, c'était vraiment magique. Ça a été complètement magique. J'ai eu mal à nouveau pendant 48 heures, je crois. Donc là, mais je pense que c'était la fatigue. C'était après Noël, donc la fatigue de bébé, ma fatigue. Il t'était moins bien. J'étais moins attentive à la position. Donc voilà. Donc aujourd'hui, il est allaité exclusivement. Je continue les exercices post-op. Il y a 1 mois, 3/4 post-op, donc je continue. C'est pas terminé. Okay. Par contre, c'est clairement très espacé. Matin et soir, matin, midi et soir. Ok. Et il les accepte bien? Il les a toujours bien acceptés, ces exercices? Oui. Ouais, il y a une période où lui et moi, on en avait un peu assez. Hein. J'avais l'impression de passer ma journée avec mon doigt dans sa bouche, parce qu'entre le dalle au doigt et les étirements post-op, j'avais tout le temps mon petit doigt dans sa bouche. Mais bon, c'était comme ça. Et à quel moment tu t'es dit c'est bon, j'ai confiance, il peut arrêter les compléments, parce que ça doit pas être facile quand t'as un bébé qui a été sevré à une période du lait maternel, et que donc tu te lances dans cette relactation, que lui t'aide, tu sais, il t'aide bien, il t'aide mieux, mais à quel moment tu te dis
c'est bon, c'est suffisant, tu vois? Comment ça se passe? Alors c'est un peu paradoxal parce que jusqu'à il y a encore pas longtemps et encore maintenant, quand je me dis que j'allaite exclusivement, je me dis ah oui c'est vrai, c'est moi qui fais ça, je m'en remets pas encore vraiment. Et pourtant, ouais, les compléments, j'ai voulu arrêter le plus vite possible. Donc parfois j'arrêtais même trop tôt, je me suis dit tiens je vais lui redonner un petit peu plus quand même. J'ai tout de suite voulu m'en débarrasser en fait. Donc j'ai pas eu de problème à arrêter les compléments, au contraire. Et puis sur la fin, de toute façon, il en voulait plus. Au début, c'était assez facile de le complémenter puisque je lui proposais le sein, mais clairement il n'y avait pas assez de lait. Donc je sentais qu'il avait envie, qu'il avait faim. Donc je lui proposais le DAL à ce moment-là. Et puis très rapidement, quand je dis très rapidement, c'est au bout de 3-4 semaines, je voyais que si je devais lui donner le DAL, ça faisait sauter une tétée. Donc je me dis bah non, je le fais téter et puis je lui proposais le DAL après, et puis il n'en voulait plus. Donc, D'accord. Ouais, donc en fait, tu as écouté ton bébé qui petit à petit est passé des compléments au sein dans une sorte de transition en douceur. Et toi, tu tirais pas ton lait en plus des tétés? Non. Non, je l'ai fait vraiment de manière anecdotique. Le soir, quand il était couché, parfois je tirais une fois ou deux, c'était un peu histoire de contrôler combien de lait j'avais, combien j'en tirais. Alors que en fait, c'est pas représentatif de ce qu'on a quand on tire au tire-lait. C'était plus pour te rassurer que pour vraiment stimuler, en fait. Oui, c'est ça. Et puis, ce qui me permettait, sur la fin, de lui donner mon lait dans le dalle, plutôt que du lait en poudre. Ok. Mais c'était, à mes yeux, c'était pas une priorité. Ok. Et ton mari, dans tout ça, alors? Qu'est-ce qu'il en a dit une fois que ça se relançait, qu'il voyait que ça marchait, que ce bébé commençait à être allaité voilà, de plus en plus au sein, en lait maternel? Est-ce que son idée a changé? Comment ça a évolué de son côté? Vous en avez discuté? Ça n'a pas vraiment changé. Il a la même ligne de conduite, c'est-à-dire là, ça se passe bien, donc ça lui va très bien. Il trouve que l'allaitement, c'est pratique. Mais lui, il n'est pas convaincu des bénéfices de l'allaitement. C'est-à-dire, il sait que c'est une excellente chose pour le bébé. Ceci dit, c'est sous réserve que ça se passe bien. Et lui, il a une difficulté, il trouve qu'il faut passer à autre chose et pas s'acharner à l'allaitement, et que voilà. Donc j'ai eu un petit engorgement il y a quelques jours, là, j'ai fait profil bas. J'ai fait profil bas. Mais il est quand même content pour toi que ça ait fonctionné, de te voir heureuse d'avoir réussi. Ouais, il est content que je me sois battue pour quelque chose que je voulais. Mais bon, ça, c'est un trait de ma personnalité. J'ai peu de projets qui me tiennent vraiment à cœur, mais quand ça me tient à cœur, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Même si au final, ça m'aura pris 3 enfants et 5 ans pour avoir un allaitement exclusif qui se passe bien. Et toi, t'es fière de toi? Parce que c'est incroyable ce que t'as fait là, de relancer une lactation, de faire confiance comme ça à ton bébé pour se dire non, c'est bon, il va y arriver, là il t'aide bien, je le sais, il va passer de l'un à l'autre progressivement, mais ça va le faire. T'as jamais douté? Non, c'est vraiment lui qui m'a donné confiance, parce qu'il avait un comportement qui me criait je veux ce sein, je veux ce lait. Même quand il n'y avait pas de lait, il le voulait, mais ça se voyait. Ouais. Donc c'est lui qui t'a guidé. Ah oui, ouais, vraiment. Si j'avais senti qu'il n'était plus intéressé par le sein, qu'il aurait fallu négocier tout ça, non, je l'aurais pas fait pour moi uniquement, on va dire, comme ça. J'ai vraiment senti que lui, il en avait envie et besoin. 50% du boulot, facile, ouais. Et je tiens vraiment à souligner, j'étais très très bien entourée. J'étais pas seule, et ça, je pense que ça aurait aussi été voué à l'échec si j'avais été seule. Ouais. Quelle place a tenu tout cet accompagnement que tu as eu par la conseillère en lactation, c'est ça, tu dis? Ouais. De l'association l'allaitement tout un art, l'ORL, qui d'autre, la Chiro. Quelle place a tenu cet accompagnement dans tout ça? C'était vraiment indispensable. La Chiro, on s'est vu quand même souvent. On s'est vu souvent parce que toutes les semaines, pendant 5 semaines, après tous les 15 jours,
Là, on se voit pas pendant un mois, mais on s'est envoyé des messages. Et puis, donc elle a toujours été soutenante. Elle, en fait, elle est formée au frein, à l'allaitement, donc c'est vraiment voilà, elle m'a offert un soutien et puis une réactivité vraiment importante. C'est-à-dire que quand on appelle à la maternité, elle m'avait dit, envoyez-moi un petit message quand vous accouchez, et le rendez-vous était disponible la semaine suivante. Quand la frénectomie a été programmée pour 48 heures plus tard, elle m'a fait, non mais venez entre midi et 2 pour préparer votre bébé avant la frénectomie. Donc, ouais, elle a été très très présente. L'ORL, celle qui a réalisé l'acte, c'est un peu à la chaîne, quand même, ces opérations, mais en même temps, ce qui montre que c'est assez bénin, c'est assez anodin comme acte. Et l'orthophoniste, on l'a vu surtout après la frénectomie pour travailler sa succion. Sauf qu'en fait, là aussi, j'ai un peu mis au bout d'un moment les pieds dans le plat et j'ai dit stop. Parce que, en fait, on est bien d'accord que le meilleur exercice pour le bébé, pour apprendre à téter, c'est d'être au sein. Donc, il passait sa journée au sein, donc il n'y avait pas de souci. Et aussi, comme je faisais beaucoup, à l'époque, je le complémentais encore au DAL au doigt, je pouvais mesurer, contrôler sa succion donc 6 fois par jour au DAL au doigt. Donc voilà, j'ai dit aussi à l'orthophoniste, il prend du poids, il tète, tout va bien. Donc pareil, on est en contact par mail, mais on se reverra pas tout de suite. Parce qu'à un moment, si on a besoin, prendre le temps pour toi, pour ton bébé, pour être ensemble et pas courir les rendez-vous qui te semblaient pas nécessaires. Ouais, exactement. On a besoin, de sortir de ce côté un peu médicalisé. Ouais. Des choses plus simples. Et la conseillère ? Et la conseillère, on s'est jamais vu parce qu'elle est pas proche de moi, mais on échange très souvent, encore maintenant, et elle est contente pour moi, et je pense qu'on va se rencontrer un jour. On a vraiment développé des liens assez proches. Ouais, donc toutes ces personnes, elles ont contribué à la réussite de ce projet, de cette relactation. Ouais. Par leur soutien, par leur réactivité. Voilà, ça t'a permis de t'aider un peu à te porter si d'aventure tu avais eu un petit moment de moins bien exactement, à une période. Ouais. Et puis, bien plus, j'étais aussi entourée par bien plus d'autres personnes qui prenaient de mes nouvelles. J'ai un compte Instagram sur lequel j'ai échangé avec pas mal de mamans qui prenaient des nouvelles, qui répondaient à mes messages de 4h du matin. Enfin, tout ça, c'est bien de pas être seule la nuit. Tout ça, c'était génial. La nuit, tout est toujours plus dur. Alors, s'il y a quelqu'un, en effet, sur son Instagram à 4h qui répond, c'est cool. Ça permet de se rebooster. Ça fait du bien. Ouais, carrément. Carrément. T'envisages quoi pour la suite de cet allaitement ? T'imagines quoi ? Tu m'aurais posé la question il y a 3 mois. J'aurais dit que j'allais allaiter jusqu'à 2 ans et demi. Aujourd'hui, je peux rien dire. Je suis obligée de voir cet allaitement avec beaucoup d'humilité et de me dire, chaque jour, c'est une victoire, pour nous. Tu vas faire confiance à ton chouchou, pareil. Et en même temps, chaque jour, c'est une victoire. En même temps, là, j'ai oublié, c'est un peu comme un accouchement, j'ai un peu oublié les galères du début. Et je pourrais très bien dire, non, mais l'allaitement, c'est tellement naturel et facile, en fait. Parce que ça allait maintenant. Presque. Ouais. Oui, mais aujourd'hui, oui. Et alors qu'il y a encore 5 semaines, il était au biberon, quoi. C'est fou. Ok, donc tu te laisses porter comme tu t'es laissé porter à chaque fois, dans l'envie d'allaiter, dans le besoin que ça s'arrête parce que c'était trop dur et que tu tenais pas et qu'il fallait que tu te préserves. Ouais. Et puis l'envie de recommencer, faire confiance à ton bébé. Donc voilà, tu continues sur ce mood-là. Exactement, ouais. Un jour après l'autre. Alors Louise, cette expérience d'allaitement, qu'est-ce qu'elle a eu comme impact dans ta vie ? C'est une bonne question. C'est pas facile. Je pense que j'ai à nouveau, la maternité m'aura encore appris tellement. Le fait d'être maman, des leçons à la fois d'humilité et à la fois, moi je trouve que le corps, on le dit, mais c'est vraiment incroyable ce que l'être humain, le bébé, la femme, enfin ce qu'on est capable de faire. Parfois, j'en reviens pas. Donc ça m'a vraiment émerveillée, cette histoire. Et puis tu t'es auto-épatée.
Je suis auto-épatée, ouais. Ce qui fait du bien, ce qui est toujours agréable. Ouais, ce qui est plutôt gratifiant, mais tu peux. Ouais. C'est une belle histoire. Et puis c'est peu de choses, mais je vois mes filles qui ont joué le jeu, hein, parce que j'étais très très présente avec mon bébé, avec leur petit frère. Elles lui en veulent pas du tout. Et puis je les vois, elles mettent leur bébé au sein maintenant, et je trouve ça, voilà, elles leur donnent plus le biberon, mais à leur bébé, elles donnent le sein. Et ça, moi, je trouve que c'est un beau cadeau aussi. Ouais, et ça veut dire que tu vas faire partie de leur représentation à elles d'allaitement, que Ouais. toi, tu n'as peut-être pas forcément eu. Elles auront vu maman mettre un bébé au sein, et pour elles, ce sera quelque chose de naturel. Ouais, voilà. Et que même si on rencontre des difficultés, c'est pas perdu. Et ouais, tout peut se transformer, quoi. Faut pas laisser tomber. Je dirais, faut pas laisser tomber. Et en même temps, je dirais, après tout, on a le droit de laisser un peu tomber quand c'est trop dur et que c'est pas définitif. Et il faut pas avoir peur, en fait, on a le droit de baisser les bras à un moment, quoi. Moi, avec combien de mamans j'ai échangé qui me disaient, non, mais moi aussi, j'ai donné des biberons 3-4 fois pour me reposer une nuit parce que j'en pouvais plus, et puis on reprend l'allaitement. C'est ok, quoi. Et on a le droit de baisser un peu les bras, quoi. Ouais, tout est ok. Laissez-vous porter. Vous faites de toute façon votre maximum, quoi qu'il arrive. Ouais. Ok, donc ce serait ça ton meilleur conseil à des mamans, donc ce serait de leur dire faites ce que vous vous sentez de faire. Oui, et on dit aussi beaucoup s'entourer de gens, et je dirais s'entourer de gens qui ont confiance déjà en vous et dans ce que vous faites. Pas s'entourer de gens, de donneurs de leçons, parce que moi j'en ai eu, ma sage-femme, que j'en change, parce que pourtant pro-allaitement, qui se dit comme ça, mais qui m'a quand même dit que je m'acharnais avec cet allaitement. Ouais. Et j'avais apporté le dalle pour qu'elle m'apprenne à m'en servir. Elle a refusé. Donc, oui. Voilà. Ouais. Okay. Donc s'entourer de gens qui ont confiance en vous. On n'a pas besoin de gens qui doutent de vous, quoi. De soi. C'est suffisamment compliqué. Ouais, c'est un bon conseil dans la vie en général, même hors allaitement. Entourez-vous de gens qui ont confiance en vous. Oui, c'est ça. Pas mal. Ok, est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais nous dire avant que je te fasse passer à l'interview Fast Milk? Non, je pense qu'on a bien couvert le sujet, ce beau début d'allaitement. Ouais, tu nous raconteras la suite avec un plaisir. jour. Alors Louise, pour l'interview Fast Milk, avant de se quitter, quelle est ta tétée la plus insolite? Ma tétée la plus insolite, alors moi ça a été du coup très académique, hein, avec tous les soucis, on faisait pas trop de folie dans l'installation, mais je dirais récemment quand même, avec mon bébé qui voulait pas dormir, j'ai fait le combo, une tétée dans un sling mal installé, chaussettes et Birkenstock dans l'herbe mouillée de mon jardin, pour réussir à l'endormir, le tout en même temps. Donc on avait promenade, portage et tétée en même temps. Ça a marché. La tétée sexy. Ah oui, ça aussi. Est-ce que c'est pas finalement la deuxième question? Qu'est-ce que c'est le truc le plus glamour qu'il t'ait été donné de vivre durant ton allaitement? Non. Non, je vais pas la prendre comme ironique, cette question. Alors vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui est glamour? Parce qu'à nouveau, il y a pas eu beaucoup de glamour, mais au final, c'était au tout début, quand le papa m'apportait un verre d'eau, m'apportait une tisane sans que je lui demande. Et là, je voyais qu'il me soutenait, finalement, même, il me soutenait moi. Pas forcément l'allaitement, tout ça, mais je me sentais soutenue, et pour moi, ça, c'est glamour. Ouais, on le comprend dans ce que tu dis, c'est que l'allaitement en soi, lui, il s'en fout un peu, mais il te soutenait toi dans tes envies et tes projets tant qu'il te sentait à l'aise dans tout ça. Ta position préférée dans le Kama Sutra de l'allaitement? Alors, je dirais peu importe la position, mais j'ai découvert récemment les tétés les yeux dans les yeux. Et ça, quand il ouvre ses grands yeux bleus et qu'il me regarde, ce petit bout, c'est bien ce que je préfère. Ok. Peu importe la position finalement. Oui. Puisque maintenant on peut se permettre.
pouvez commencer à tester le Kama Sutra de l'allaitement. C'est ça. Ok. Et si en un mot, tu pouvais me résumer cet allaitement et puis les précédents, est-ce que tu veux me donner un mot pour chaque allaitement ? Je commence par cet allaitement, je dirais. Souvent, je me dis que cet allaitement, c'est un peu comme un phénix parce que on a traversé plein d'épreuves et puis au final, il renaît de ses cendres. Ouais, voilà. Donc, allez, phénix alors. Voilà. Et puis mes premiers allaitements. Ça me fait marrer parce que en fait, je me raconte un truc drôle. Enfin, c'est pas drôle particulièrement, mais mon mec, quand il était jeune, il va me tuer si c'est que je dis ça. Il avait un phénix tatoué sur l'épaule. Il est atroce. Ce truc. Une soirée sûrement trop arrosée. Bref, il a essayé de le faire enlever, mais il reste une trace de phénix sur son épaule. Donc quand tu me dis phénix, je pense à son image n'est pas aussi poétique que dans ma tête. J'espère qu'il écoutera jamais cet épisode, il va me défoncer. Donc du coup... Et donc du coup, les 2 premiers allaitements, un mot pour chaque ou... allaitements, c'est marrant parce que c'est que des mots tristes qui me viennent à l'esprit et j'ai pas envie. Donc je sais pas. Je préfère rester sur cette 3e expérience, et cette 3e expérience, cet allaitement, c'est un phénix parce qu'il et je crois que les 2 premiers, c'est pas fini le deuil encore. J'ai passé le côté un peu trop émotionnel, mais j'ai pas tout digéré encore. D'accord. Est-ce que tu as pensé, ça m'est arrivé dans mes patientes, que sur des allaitements comme ça, des premiers qui se sont écourtés très vite ou juste qui ont à peine démarré, les mamans en fait m'ont dit plusieurs fois qu'elles tiraient leur lait pour pouvoir faire des gâteaux aux grands ou des yaourts ou des choses comme ça. Est-ce que c'est un truc auquel tu as pensé pour recréer un peu ce lien que tu n'as pas pu créer les premières fois ? Non, j'y ai pas pensé, mais maintenant j'y pense. Ouais, c'est une bonne... C'est vrai que ça... J'ai toujours trouvé ça super joli. On me l'a dit 2 ou 3 fois et je me suis dit, c'est vrai que c'est une belle façon de se dire que voilà, on n'a pas pu à cet instant T-là pour différentes raisons, mais que maintenant qu'il y a du lait... oui, c'est vrai. Pourquoi pas ? C'est une très belle idée. Ouais, je garde ça en tête. Bon, écoute, tu me raconteras. C'est vrai, on obtient des belles informations de chaque échange. Ok, Louise. Écoute, c'était un plaisir de t'écouter. Bravo pour ton histoire. Merci. Vous me fascinez quand j'entends des histoires comme ça. Je trouve ça fabuleux, cette persévérance et cette façon d'écouter vos petits bouts et de vous écouter quand vous savez qu'il y a quelque chose de différent à faire que ce qu'on vous propose. Alors voilà, bravo pour cet allaitement. Je te le souhaite aussi court ou long que tu le souhaiteras et que ton bébé le voudra. Et puis j'ai hâte que tu me racontes la suite. Merci Charlotte. Surtout. Je te raconterai avec plaisir. Si vous voulez suivre la suite de l'histoire, est-ce que tu peux nous redire l'intitulé exact de ton compte Instagram ? Parce que je crois que tu racontes un petit peu ce qui t'arrive dessus. Donc comme ça, si les gens ont envie de suivre cette jolie histoire. C'était pas prévu que je raconte ça, mais en fait, j'en ai vraiment ressenti le besoin. Et puis, comme je disais, j'avais un beau soutien. Et c'est Une enfance au naturel. Voilà, donc vous pouvez suivre le compte de Louise, Une enfance au naturel, pour avoir la suite de l'histoire et puis même pour récupérer un peu les épisodes précédents parce qu'elle les raconte un peu plus en détail, la phrénotomie, le power pumping, je sais plus, tu t'as appelé ça power pumping toi. Voilà, elle vous en dit un peu plus dans les détails et puis voilà, la suite au prochain épisode. Merci encore Louise et puis je vous dis à tous et à toutes à très bientôt dans Milkshaker. Merci 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Milkshaker. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur le compte Instagram du même nom et sur mon site internet charlotte-bergerot.fr où vous retrouverez tous les épisodes mais aussi une rubrique Milk Letters constituée de témoignages écrits, un autre support pour vous transmettre toujours plus. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à m'aider en le soutenant.
Pour cela, je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire, à lui attribuer 5 étoiles en fonction des plateformes ou encore en parlant beaucoup autour de vous. Je ne vous présente plus Emma et son titre I'll Be There qui continue de nous accompagner. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel. I hate to see you down. Can't stand to know you're hurt. When you say it's getting loud, the voices in your heart. And you know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. I know I'm not perfect. Sometimes I look myself, but I hope you know I care. You can meet me anywhere. You know I get it, so let it all out. If anyone comes at you, then I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there. Oh, I'll be there, I'll be there. Just me every time I have you back, and I know that you do the exact same for me. Side by side, don't even need to talk. You know I get it, so let it all out. Keep your head up, your masterpiece, and I'll swear that I'll be there by your side. A text away, you know you can find me. It just takes a whisper and I'll be there to listen. I got you, I'll fight with you, 'cause I love you. I'll be there, I'll be there.